Bonjour, nous nous retrouvons au sommet du droit pour cette journée autour des problématiques juridiques. On vient de sortir de la conférence, l'une des conférences qui, je pense, a rencontré le plus de succès autour, évidemment, de ChatGPT. Passer la surprise, comment prendre les devants. Siam Ayadi, vous êtes fondatrice de Juridi et la question que j'avais envie de vous poser est assez simple finalement. Qu'est-ce qu'un juriste peut attendre de l'IA aujourd'hui ? Bonjour. Je pense que les juristes aujourd'hui, et depuis toujours d'ailleurs, ils ont une expertise juridique. Ils traitent beaucoup de données avec leur expertise. Ils travaillent avec des opérationnels, avec des commerciaux, avec les autres directions, fonctions support. Et ils traitent un grand volume d'informations. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'IA générative notamment, les juristes, ils peuvent aller plus loin dans l'efficacité, la façon dont ils vont présenter leurs conseils, leurs préconisations aux opérationnels, par exemple. Comme vous savez, je fais du legal design et on parle beaucoup langage juridique clair, structuration des réponses, commencer par les informations les plus importantes. Et je pense qu'avec de la formation au prompting, au bon prompting, les juristes aujourd'hui, ils vont gagner du temps, de l'efficacité, ils vont mieux sécuriser les dossiers de leur entreprise. En utilisant l'IA, elle va leur permettre avec leur contenu, donc l'IA, elle ne va pas leur générer un nouveau contenu, avec leur contenu, avec leur expertise, ils vont très vite structurer les réponses, par exemple dans le cadre d'une consultation ou la réponse dans un mail, pour pouvoir répondre rapidement et efficacement, notamment aux opérationnels. Et du coup, ça permet de gagner du temps, d'être efficace et de mieux sécuriser les dossiers en entreprise. Vous travaillez sur le LegalOps. Est-ce que vous pensez, vous le disiez un peu tout à l'heure, est-ce que vous pensez que les juristes vont gagner en clarté ? Vous le disiez un peu tout à l'heure, mais est-ce que vous disiez que cette aide, finalement, cet outil supplémentaire va permettre peut-être de travailler les supports et la façon dont les juristes communiquent aux différents opérationnels ? Tout à fait. Moi, je parle du legal design. C'est dans le cadre aussi des fonctions LegalOps. Effectivement, je pense que l'IA générative, d'ailleurs, c'est un sujet qu'on travaille en ce moment. Comment l'IA générative peut aider les juristes à apporter des réponses plus claires, plus accessibles, plus pragmatiques pour leurs clients internes et notamment les opérationnels. Merci beaucoup, Guillaume Carrère. Bonjour. Vous êtes président de Doctrine. Absolument. Aujourd'hui, l'IA, c'est aussi une possibilité d'accès aux données, aux bases de données juridiques, au droit, ce qui jusqu'à présent était un peu réservé aux professions juridiques. La première plus-value d'un juriste, c'était l'accès au droit et la connaissance du droit. Quel est du coup, pour vous, l'apport majeur du juriste de demain ? Le juriste de demain, c'est un juriste stratège. Donc on ne pense pas que l'intelligence artificielle générative va remplacer les juristes. Ça, c'est la bonne nouvelle, mais ça va leur permettre d'être beaucoup plus efficaces dans un certain nombre de tâches qu'ils font au quotidien, dans l'analyse des pièces, dans la recherche juridique, ou encore dans le fait de rédiger des mémos, des actes, un certain nombre de choses, des contrats, des conclusions. Voilà. Et donc, à chaque étape, le juriste de demain, comme vous dites, va être en mesure de s'appuyer sur ces technologies d'IA générative. Après, il reste des enjeux considérables, les enjeux de confidentialité, bien évidemment, les enjeux aussi de citer les sources, qui est vraiment un sujet extrêmement récurrent dans les attentes des juristes, c'est comment pouvoir citer ces sources et fiabiliser les réponses qui sont apportées par les machines. D'ailleurs, de ce point de vue, alors moi je ne m'y connais pas trop, mais j'ai l'impression que ChatGPT ne sait pas encore citer les sources, ou en tout cas c'est un sujet qui n'est pas encore complètement géré de ce point de vue-là avec cet outil. Voilà, alors avec des outils, l'intérêt justement de faire appel à une Legal Tech qui a déjà structuré l'ensemble des données françaises, que ce soit la jurisprudence, la loi, les documents parlementaires, etc., c'est de s'appuyer sur ce corpus de données pour apporter des réponses plus pertinentes. Voilà. Bien évidemment, c'est effectivement un des avantages. Parce que d'une certaine manière, il y a un sujet de confiance de la donnée. Et c'est ce que vous disiez, peut-être que la Legal Tech pourra, parce que la question c'est qu'est-ce que va être le juriste de demain, mais la Legal Tech de demain, est-ce que c'est pas celle qui va finalement garantir la véracité et la qualité des données qui sont traitées ? Voilà, alors c'est le juriste qui va continuer à garantir son point de vue, etc. Et c'est sa responsabilité. En revanche, effectivement, vous avez raison. Demain, s'appuyer sur des données juridiques est essentiel. Et donc aujourd'hui,
Si vous vous contentez de faire appel au LLM disponible, voilà, sans pouvoir citer vos sources, ça ne va pas être un outil qui va vous permettre d'aller assez loin. Et donc c'est important de verticaliser ces approches dans le monde du droit en travaillant sur des corpus de données juridiques et donc avoir des éléments de réponse qui vont être beaucoup plus pertinents. Merci beaucoup. Je me tourne vers Christophe Lemay. Bonjour. Vous êtes CEO d'e-Bloc. Et la question que je voulais vous poser, c'est pour une direction juridique qui, demain, veut intégrer l'IA à son fonctionnement et qui veut le faire bien, quels sont les prérequis? C'est mieux. Quels sont les prérequis techniques et organisationnels selon vous? Alors moi, je vais vous répondre plutôt sur la forme projet. C'est-à-dire que pour pouvoir mettre en place une IA, quel que soit le domaine d'activité, mais y compris chez les juristes, il y a globalement 60% où il faut sourcer la donnée, la qualifier, etc. Il y a 20% de sécurisation de la plateforme et de son déploiement, 10% de projet et 10% d'algorithmes. Voilà comment est répartie, en tous les cas chez DeepBlock, la mise en place de projets autour de l'IA. Et nous, à la différence de certains autres de nos compétiteurs, je parle de compétiteurs à l'international, on a développé nos propres LLM et nous avons de ce qu'on appelle de l'IA on-premise. C'est-à-dire que nous utilisons vraiment nos propres infrastructures justement parce que les clients ne nous permettraient pas d'exploiter les données si elles partaient dans la nature. C'est marrant ce que vous dites, parce que vous dites que l'algorithme, qui a l'air d'être un peu... on peut penser que ça fait tout, ce que vous dites, c'est que en fait non, dans les prérequis, c'est 10%. Ah oui, en fait, oui. Il y a bien d'autres choses. L'algorithme, on s'appuie sur des LLM qui existent. Une fois qu'il existe, on en a parlé tout à l'heure à la conférence, c'est beaucoup de prompting. Mais le prompting, c'est pareil, quand on a fait 15, 20, 50, 100 projets, on maîtrise absolument les réponses que nous donne l'IA. Et donc c'est surtout je rejoins Guillaume sur la partie données, c'est la plus importante. C'est comment maîtriser la donnée, comment la structurer, la collecter, s'assurer des sources aussi, parce qu'il y a beaucoup de fake news éventuellement. Exactement. C'est pour ça que quand on fait de l'IA on-premise, on s'appuie sur les données du client. Et donc il y a un transfert quelque part juridique, au sens juridique du terme, où lui nous garantit que la source des données est fiable. Oui, donc il y a un vrai sujet de fiabilité. Benjamin Amodric de Chauffat, vous êtes directeur juridique de Google France. J'ai envie de vous poser la question du point de vue du juriste cette fois-ci. Quels sont les 3 points d'attention pour vous avant de se lancer dans l'IA pour un juriste? Bonjour. J'allais dire effectivement, le premier point à mon sens, c'est de faire attention aux hallucinations. On en a parlé pendant la conférence. Vous pouvez revenir sur ce que c'est? Alors les outils d'IA générative peuvent dans leurs réponses fournir ce qu'on appelle des hallucinations, c'est-à-dire des réponses qui ne sont pas exactes ou qui littéralement inventent des faits qui n'ont jamais existé. Sur le plan du droit, pour rester au niveau juridique, on parlait de jurisprudence qui ont été citées par certains outils ou d'arrêts de cours de justice qui n'ont jamais existé. Donc là, effectivement, il faut vraiment faire attention à ces hallucinations. Et le travail du juriste, effectivement, c'est de vérifier. On n'est pas là juste pour reproduire ce que dit l'outil. Le deuxième point, à mon avis, important, c'est la source. On parlait aussi des sources qui ne sont pas toujours mentionnées, en tout cas pas par tous les outils. Et donc, le juriste, par définition, son travail, c'est quand même d'aller à la source aussi des textes, source du droit, et donc de bien vérifier, effectivement, et c'est lié au premier écueil, bien vérifier que l'information existe quelque part et pouvoir la citer. Et le troisième point, à mon sens, et ça c'est plutôt dans ma carrière d'avocat à l'époque, c'est de ne pas faire un copier-coller, finalement. C'est tentant, hein. Voilà, parce que on le sait tous, c'est très tentant. Les réponses parfois sont assez bluffantes, hein, il faut le dire. On demande de résumer un texte assez compliqué comme on parle beaucoup du Digital Market Act en ce moment au niveau de l'Union européenne. Il nous résume le Digital Market Act de manière assez bluffante au départ. Donc il ne faut pas s'en tenir qu'à ça, pas copier-coller, parce que déjà il peut y avoir des erreurs, on ne sait jamais. Et 2, le juriste est là pour améliorer, pour apporter de la valeur. Et donc revoir le texte, l'améliorer, combler les oublis éventuels et vraiment adapter en fait la réponse aux besoins soit du client si on est avocat, soit de l'entreprise si on travaille pour un service juridique. Est-ce que sur la maîtrise du prompt, il y a déjà des formations, il y a déjà des façons de faire
Est-ce que là-dessus, vous encouragez vos équipes à tester l'outil? Comment ça se passe? Parce que alors moi, on m'a dit, il faut que tu commences à maîtriser le prompt, c'est la base de la base de la base. Dernière petite question comme ça, à votre avis, comment est-ce qu'on s'y met pour de vrai? Maîtriser les prompts, j'ai vu qu'il y avait des formations qui étaient déjà destinées à ça. Je ne sais pas, je ne connais pas honnêtement la pertinence de ces formations. Je pense que déjà on commence par nous-mêmes s'adapter à l'outil. L'outil s'adapte aussi à la personne. Donc de par la reformulation des questions, des prompts, on a aussi des réponses qui nous conviennent plus ou moins et qui peuvent du coup améliorer la satisfaction de l'utilisateur. Et je m'en tiens un petit peu peut-être aux spécialistes, mais sur les prompts en général, j'allais dire aussi ça dépend beaucoup de l'outil. Je pense que certains outils sont adaptés à certains types de questions et qu'il faut effectivement un petit peu suivre les caractéristiques principales de l'outil qu'on utilise, parce qu'encore une fois, il n'y a pas qu'un seul outil d'IA générative, il y en a énormément. Bon, faut que je m'y mette. Je vais essayer de m'y mettre. Merci beaucoup en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à vous.